Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs de Radio M, bonjour. Nous avons le plaisir de vous accueillir dans Accès Libre qui revient quand nous avons une actualité et un invité de renom. C'est souvent le cas dans Odin, j'allais dire déjà Odin, dans Accès Libre. Et nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Pierre Odin, le fils du martyr Maurice Odin avec nous, mathématicien. Et Pierre Odin à partir de Paris, il n'est pas en Algérie aujourd'hui. Bonjour Pierre. Bonjour. Très content de vous accueillir sur Radio M. La thématique est toute indiquée. Il y a 4 jours, le professeur Benjamin Stora a déposé son rapport sur le rapprochement des mémoires entre l'Algérie et la France, qui a provoqué beaucoup de réactions. Vous avez déjà eu à réagir à ce rapport. Ma première question, c'est... comment déjà vous avez... à quoi vous vous attendiez quand le président Macron a désigné Benjamin Stora pour essayer de travailler sur des préconisations qui permettraient de traiter différemment de la question de l'Algérie, de la relation Algérie-France? Est-ce que vous vous êtes dit que c'est une bonne initiative qui peut rompre un petit peu la glace entre Paris et Alger? On voit bien que ce dossier des mémoires est un dossier qui reste extrêmement sensible et tendu dans la relation entre les deux pays, mais pas seulement entre les deux sociétés, les deux gouvernements. Vous disiez c'est une bonne chose ou c'est plutôt une mission casse-cou qui va finalement rien changer à l'affaire? Ce qui est compliqué, disons, dans cette situation, c'est que c'est un travail sur une affaire commune entre la France et l'Algérie, et c'est quelque chose qui se passe du côté français, le rapport de Benjamin Stora. Donc il a rencontré beaucoup de gens, etc. Mais finalement, c'est quand même quelque chose qui se passe uniquement du côté français. C'est compliqué de discuter d'un problème commun entre la France et l'Algérie en le faisant uniquement du côté français et en n'ayant pas en même temps des nouvelles de ce qui pourrait se passer du côté algérien, disons. Il n'y a pas que le rapport de Benjamin Stora qui devrait sortir. Il devrait y avoir aussi un rapport du côté de l'Algérie, mais c'est vrai que pour le moment, on n'en entend pas parler, quoi. Donc, d'une certaine façon, c'est miné à cause de ça, quoi. Oui, alors pour rester déjà sur le rapport de Benjamin Stora, moi j'ai relevé une citation au début du rapport de 160 pages de Paul Ricoeur, elle n'est pas sous mes yeux, mais en gros, il dit qu'il existe des peuples qui souffrent d'un surcroît de mémoire et donc qui ont tendance à peut-être exacerber ce lien à la mémoire, notamment quand il y a de l'humiliation et de la souffrance dans la mémoire, et qu'il y a en face... des peuples qui eux, peuvent souffrir de l'absence de mémoire et d'une sorte de fermeture sur leur propre passé. Et évidemment, Paul Ricoeur, philosophe français, ne fait pas référence à l'Algérie et la France, mais ce serait tout à fait valable pour l'Algérie et la France. En Algérie, ce serait plutôt l'excès de mémoire, parce qu'on parle toujours de la guerre de libération et de la période coloniale, avec son lot de souffrance. Mais en France, ça reste c'est pas tout à fait un non-dit, mais ça reste un impensé. Et donc, de ce point de vue-là, le rapport Stora, peut-être, qui fait bouger les lignes quand même. Oui, il propose de faire bouger les lignes. Je ne sais pas s'il va vraiment les faire bouger, parce que pour le moment, en France, il y a quand même beaucoup de ressentiment par rapport à cette période. C'est un sujet qui est toujours très délicat. C'est assez curieux, parce que par exemple, les États-Unis par rapport au Vietnam, on pourrait dire qu'il y a quelque chose qui ressemble dans la situation. Il me semble que les choses sont quand même plus simples par rapport dans la relation, disons, entre les États-Unis et le Vietnam que en France et en Algérie, dans la relation entre les deux pays. Il y a, de toute façon, les gens sont soit d'un camp, soit descendants d'un camp, et restent fermes sur les positions qu'ils ont. Donc c'est les positions de leur camp. Donc c'est compliqué de réussir à avancer. C'est aussi ça qui fait que c'est relativement miné dans le rapport de Benjamin Stora, quoi. Donc il propose un certain nombre de choses qui sont relativement symboliques. Peut-être que c'est nécessaire, effectivement. On va arriver.
à ce qu'il propose, Oui, mais mais auparavant, peut-être que c'est cette complexité, d'avoir des Pierre Audin, on comprend bien quand vous parlez de situations complexes, de réactions, etc., qu'on est dans un cas spécifique quand on cite le Vietnam. La comparaison ne tient pas complètement. En Algérie, il y a eu quand même une très longue période de colonisation qui pose problème. Et puis, il y a une population qui s'est installée ici. La famille Audin est devenue algérienne, elle est algérienne. Votre papa, mathématicien, membre du Parti communiste algérien. Il y a une histoire partagée, il y a une histoire vraiment de ce point de vue très spécifique. Est-ce que ce n'est pas quand même cela qui pose le plus de problèmes et qui fait la spécificité de la difficulté de la réconciliation des mémoires? C'est bien compliqué comme sujet parce que par exemple, ma grand-mère était algérienne, elle est née en Algérie sans aucun problème, parce que son père était algérien, parce que c'était un Savoyard qui avait émigré dans les années 1800 et quelques, je ne sais pas bien combien. Donc la famille est effectivement installée depuis longtemps, mais comme actuellement, les gens ont déménagé. Et à l'époque, par exemple, la Tunisie était un protectorat, mais c'était même pas un département français ou quelque chose comme ça, c'était juste un protectorat français. Il n'empêche que quand mon grand-père a eu un concours de gendarme après la crise de 29, eh ben, sa première affectation, c'était en Tunisie, parce que ça faisait partie du territoire français de l'époque. Et donc, les gens bougeaient à l'intérieur de ce territoire qui était annexé par les Français. Et c'est quelque chose qui, donc, complique énormément les choses, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui ont vécu ou qui ont eu une famille qui a vécu longtemps en Algérie ou au Maroc ou en Tunisie ou dans d'autres colonies et pour lesquels c'est un arrachement, le fait d'avoir dû quitter l'Algérie. Donc c'est effectivement quelque chose qui est resté une blessure grave, psychologique, pour beaucoup de gens et pour la descendance ensuite, oui, bien sûr. Donc la question est très, très délicate par rapport effectivement à ce qui s'est passé entre les États-Unis et le Vietnam, mais il n'empêche que la guerre est finie depuis longtemps. Du côté algérien, moi quand je discute avec les jeunes Algériens, ils sont toujours en train de vouloir construire leur pays. Bon, ça fait quand même longtemps que l'Algérie est indépendante malgré tout. Du côté français, les gens ont toujours la nostalgie, les anciens pieds noirs ont toujours la nostalgie de l'Algérie dans laquelle ils étaient si bien, puisqu'ils étaient les maîtres, etc., quoi. Mais l'opinion a quand même évolué en France. On ne peut pas imaginer un instant un candidat à la présidentielle française déclarer que la colonisation était un crime contre l'humanité. C'est ce qu'a déclaré Macron au micro de Khaled Drani. On en parlera de Khaled Drani tout à l'heure. On ne peut pas imaginer un instant que les choses se passent ainsi et qu'il puisse être président de la République. C'est bien parce qu'il y a une nouvelle génération qui n'a pas le même lien à cette question-là. Les choses ont quand même évolué en France aussi. Disons que le président de la République est d'une nouvelle génération, mais l'ensemble de la société est assez vieillissante en France, tout ça. On n'a pas du tout la même démographie en Algérie et en France. Et donc la question ne se pose pas du tout de cette façon-là, je pense. C'est pas parce que le président de la République est jeune et qu'il a dit des choses quand il était candidat au micro de Khaled Drani que pour autant l'ensemble de la société est d'accord avec lui et vit les choses de la même façon. Il y a un ressentiment sur la façon dont les choses se sont terminées. Moi, j'ai un Pierre Audin, ressentiment. on a quand même le sentiment que dans la société française aujourd'hui, il y a un problème de choc des mémoires et de guerre par substitution, d'une forme de prolongation de la guerre d'Algérie aujourd'hui à travers l'islamophobie, la faible intégration des communautés d'origine maghrébine, les difficultés qui ont pu exister, le radicalisme islamiste terroriste qui fait que
la stigmatisation de ces populations devient encore plus forte. Et donc, il y a un vrai problème politique pour tout président, tout gouvernement français qui veut défendre la cohésion nationale en France dans un contexte de crise par-dessus Alors, est-ce que cette approche-là, finalement, tout à l'heure, vous nous avez dit qu'il n'y a pas encore le rapport Algérie. Est-ce qu'elle n'est pas plus urgente quand même pour la France que de commencer à traiter de cette question? Parce qu'en Algérie, on est toujours sur... on en dira bien sûr, on en parlera tout à l'heure, mais il y a un fonds de commerce sur l'anti-France, le colonialisme et ce qui peut rester du colonialisme en Algérie. C'est utilisé systématiquement par un régime autocratique qui a besoin de se légitimer comme cela. Mais l'urgence, on a le sentiment qu'elle est plus du côté de la France et de la gouvernance française qui a besoin d'ouvrir des contre-feux pour essayer d'éviter le séparatisme, entre guillemets, pour reprendre un peu le jargon proposé par les officiels en France. Oui, je ne sais pas trop me prononcer là-dessus, en fait. Je pense que le racisme est toujours quelque chose de relativement bien partagé au niveau de la société française, et c'est quelque chose qui est entretenu certainement par la mémoire de la guerre d'Algérie et tout ça, mais c'est quelque chose qui est oui, entretenu mais qui est là de toute façon. Mais qui Donc, est devenu plus problématique ces dernières années. Non, je crois pas. Je crois que c'est quelque chose qui est vraiment le racisme, c'est quelque chose qui est latent en permanence dans la société. Je pense que c'était quelque chose qui structurait la société coloniale du temps où il y avait une société coloniale, mais ça continue à exister. Ça continue, il est toujours là, le racisme. On est toujours persuadé d'être les meilleurs et de considérer que les autres sont inférieurs, etc. Donc c'est quelque chose qui continue à avoir son fonds de commerce sans problème en France, oui. Mais on sent quand même dans la démarche, il s'est passé depuis 2015, les frères Kouachi qui tombent sur la rédaction de l'hebdo, oui, c'est un tournant. Il y a eu toute la série d'attentats d'après, et le Bataclan et le Stade de France et le 10e arrondissement. On a le sentiment quand même que on a pris conscience en France qu'il fallait traiter de cette partie, parce qu'il y a une partie de la jeunesse française qui fait référence à l'Algérie, qui ne connaît pas l'Algérie d'ailleurs, et qui s'y attache pour s'opposer au gouvernement, pour s'opposer aux autorités, et pour en fait quelque part exprimer le fait qu'elle n'arrive pas à s'insérer pour toute une série de raisons. Et donc de ce point de vue-là, ma question c'est quand même, est-ce que le rapport Stora traite, il a plus traité cette urgence-là qu'il a traité la partie la plus lourde, c'est-à-dire la partie sort des harkis, quel sort des prix noirs, comment mettre une place à cette partie de la mémoire, et puis comment faire en sorte que les Français comprennent comment les Algériens, quel est le lien des Algériens à cette période de leur histoire. Oui, je pense que son rapport parle beaucoup de ça et étudie beaucoup ça. Je pense que c'est quelque chose qui est pas mal développé, oui, dans le rapport. Ce qui est plus important, je pense, dans ce qu'on peut attendre d'un rapport comme ça, c'est quand même ce qu'on va décider de faire, quelles sont les actions qui vont être menées pour réussir à dépasser ce genre de problème. Mais bon, vous parlez de Charlie Hebdo, moi j'ai souvenir de Khaled Kelkal, etc. C'était une autre période, c'était aussi du terrorisme, c'était du terrorisme un peu aveugle, etc. C'était bon, voilà, il y a différents moments dans l'histoire récente. C'est vrai que Charlie Hebdo et le Bataclan, c'était des actes graves qui sont relativement récents, donc qui continuent à marquer la population, mais c'est pas les seuls, ça risque de pas être les derniers. Alors, la famille Audin a reçu la visite, donc votre maman, la veuve de Maurice Audin, a reçu la visite
d'Emmanuel Macron en 2018 pour Septembre 2000. un moment important où il a reconnu la responsabilité de l'État français dans la disparition et donc l'assassinat de votre père. Est-ce que le rapport va au-delà, de votre point de vue, de ce geste? Est-ce que c'est un chantier qui est creusé, qui va être poursuivi dans les préconisations? Je veux dire, a priori, la déclaration qu'a remise le président de la République à ma mère le 13 septembre 2018, c'est vrai qu'il l'a remise à ma mère à propos de Maurice Audin, mais la déclaration, elle a été... enfin, beaucoup de gens en parlent, mais peu l'ont lu, disons. La déclaration, elle concerne Maurice Audin, mais elle ne concerne pas que Maurice Audin, elle concerne des milliers de gens comme lui. Elle concerne surtout, ok, on pourrait dire, on reconnaît qu'on a torturé Maurice Audin et qu'il a été assassiné ou exécuté, mais c'est surtout le fait que la torture est bien présentée comme un système qui a été mis en place. Le système, c'était arrestation, torture, exécution. Arrestation arbitraire, torture, exécution sommaire, qui a concerné des milliers de gens et pas simplement Maurice Audin. Maurice Audin, c'est pas une bavure, c'est un exemple. C'est un exemple de ce qui s'est passé pour les Algériens pendant la bataille d'Alger, mais pas seulement, mais en particulier dans la bataille d'Alger. Et le système servait non pas à déjouer des attentats de terroristes, etc., mais servait à terroriser la population. Ça, c'est ce qui est dans la déclaration du président de la République, remise à ma mère le 13 septembre 2018. Donc ça me paraît relativement important. Dans la déclaration en même temps, il est question de l'ouverture des archives. Il est question de l'ouverture des archives concernant tous les disparus de la guerre d'Algérie, français, algériens, civils, militaires, de toute la période de la guerre d'Algérie. On pourrait dire que ça aurait été encore mieux si ça avait été toute la période de la colonisation, mais en tout cas, c'est toute la période de la guerre d'Algérie, tous les disparus, on ouvre les archives à propos d'eux. Pour faire le point sur et pour essayer justement de dire à toutes les familles concernées ce qu'il est advenu de telle ou telle personne. Et ça, c'est quelque chose qui n'a pas été mis en œuvre. Donc, effectivement, il y a besoin d'un nouveau rapport, mais ça peut être utile que le rapport Stora parle des archives. Mais c'est vrai que c'était déjà contenu dans la déclaration du président de la République remise à ma mère le 13 septembre 2018. Alors vous, Pierre Audin, vous dites dans un entretien à TV5 Monde que peut-être qu'il n'y a pas tout ce qu'il faut dans les archives officielles et qu'il y a beaucoup d'archives privées. Vous invitez les descendants des officiers de l'armée française qui étaient en Algérie pendant la guerre de libération, la guerre d'Algérie, de mettre à disposition des familles, du public, les archives de leurs ascendants qui pourraient aider justement à localiser des dépouilles des disparus. Bien sûr, et c'était aussi dans la déclaration du président de la République, le fait de faire appel aux témoignages et de faire appel aux archives privées, de les communiquer, de les donner aux archives nationales. D'autant que, en fait, dans les archives privées d'un certain nombre de militaires, par exemple, contiennent des pièces qui ont été privatisées, mais qui ne sont pas privées, qui sont des pièces publiques qui font partie enfin, qu'ils ont parce qu'ils ont exercé une profession. Et normalement, les pièces en question devraient être aux archives nationales et pas dans des archives privées. Donc, de toute façon, ce serait un juste retour des choses que ces archives privées arrivent aux archives nationales. Mais c'est pareil, c'était déjà dans la déclaration du président de la République. Alors, vous en tant que famille de disparus, finalement, nous, le concept, nous le connaissons bien. Il s'est malheureusement perpétué avec notre guerre civile des années 90. Il y a plusieurs milliers de disparus durant cette période-là et qui ont été la victime du contre-terrorisme officiel. Mhm. Et donc, il y a une attente, on la connaît très bien, des familles pour essayer de définitivement faire le deuil, donc de savoir, d'avoir la vérité sur ce qui est arrivé à leurs parents. Est-ce que cette demande de vérité, elle est la même chez les familles disparues, chez les familles de victimes de la guerre d'Algérie? Est-ce qu'elle est la même chez la famille Audin? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut penser retrouver la dépouille de Maurice Audin avec la contribution des témoignages?
Disons qu'avec la contribution des témoignages, on a différentes pistes concernant le cas de Maurice Audin. Et ces différentes pistes, il faudrait les creuser, si j'ose dire. C'est-à-dire que il y a différentes pistes qui viennent de témoignages du côté de la France. Il faudrait les suivre du côté algérien et aller voir sur place si effectivement on trouve une dépouille ou pas, et si la dépouille qu'on trouve, elle correspond à Maurice Audin ou à quelqu'un d'autre. Ça, c'est quelque chose qui nécessite une certaine entente entre le pouvoir algérien et le pouvoir français, puisque a priori, ce qui devrait permettre de savoir où se trouve le corps, ça viendrait des renseignements donnés par les Français. Et c'est aux Algériens de creuser sur leur territoire et de fouiller à tel ou tel endroit pour voir si on trouve quelque chose. Je pense que ce serait la même situation pour beaucoup de gens qui ont disparu. C'est quand même au niveau des archives françaises, au niveau des renseignements français qu'on a les renseignements sur les endroits qui ont été utilisés pour se débarrasser des corps, etc. Sans doute que les Algériens pourraient aller chercher. Alors, effectivement, quand le gouvernement algérien va lancer des recherches, les endroits où on va trouver quelque chose, il risque d'y avoir aussi des choses qui concernent les années 90 et pas seulement la période de la guerre de libération. Donc peut-être que c'est pour ça que il ne se passe rien du côté algérien. Mais du côté algérien, en tout cas, il ne se passe rien. Oui, il se passe pas grand-chose. On a une gouvernance qui est en panne en Algérie, qui fait que... Enfin, on s'attendait depuis le début. Enfin, Donc, quand même quelques années. ouais. Ça fait quand même quelques années, parce que, en particulier, avec l'avocat de la famille, on avait déposé en novembre 2014 une demande précise, pour laquelle la seule réponse qu'on a eue, c'est vous allez avoir une réponse très rapidement. Bon, depuis novembre 2014, on peut dire qu'il s'est passé quand même quelques temps, et que la rapidité est quelque chose de très... La demande, c'était quoi, Pierre Audin, au juste? Disons qu'il y a un article qui est paru dans le quotidien d'Oran, avec un Algérien qui expliquait qu'il savait où était, qu'il pensait savoir où était enterré le corps de Maurice Audin. Donc nous avons fait une demande parfaitement officielle pour que des recherches soient effectuées. Et voilà, pour le moment, nous en sommes toujours à la seule réponse que nous avons eue, c'est vous allez avoir une réponse très rapidement. Très bien. Alors, vous Donc, dites aussi, oui, vous dites aussi, alors vous mettez le doigt dans la réconciliation, dans l'apaisement, il y a toute une série de gestes qu'on peut faire. On peut citer la reconnaissance, un peu le pendant de Maurice Audin, donc de l'assassinat par l'État français de Ali Boumedjel, l'avocat qui a été défenestré à partir du centre de torture où il se trouvait à El Biar, et qui serait aussi une autre manière de reconnaître les crimes durant la guerre d'Algérie. Mais vous dites, l'enjeu, il est à la limite ailleurs, il est dans le rapprochement des populations. La circulation des mémoires suppose la circulation des personnes qui portent cette mémoire, et puis aussi des jeunes qui veulent la connaître et la découvrir. Et vous posez le problème des visas. oui, parce que c'est un vrai problème si on veut faire les choses ensemble. Si le rapport Stora et le rapport algérien qui viendra un jour sont suivis, je pense que l'objectif, c'est quand même de réussir à faire les choses ensemble, c'est-à-dire réussir non pas à se contenter de se regarder le nombril en disant voilà ce qui s'est passé, mais réussir à construire des choses ensemble, à faire les choses ensemble, et donc à marcher vers l'avenir ensemble, disons. Et donc, il faut qu'on puisse coopérer. On ne peut pas faire que des choses tout le temps virtuelles, passant par des réseaux informatiques, etc. Il y a besoin de se rencontrer, il y a besoin de faire les choses ensemble. Par exemple, il y a quelque chose qui existe entre la France et l'Algérie, ça s'appelle le prix Maurice Audin. C'est un prix de mathématiques qui est remis tous les 2 ans à 2 mathématiciens, un mathématicien algérien et un mathématicien français. Et les 2 mathématiciens, leur prix consiste à se déplacer de l'autre côté de la Méditerranée
pour aller présenter ses travaux aux collègues de l'autre pays. C'est-à-dire qu'il s'agit de discuter ensemble, il s'agit de travailler un peu ensemble, tout ça. Je pense que c'est une idée intelligente dans le cadre d'une coopération, etc., de commencer à avancer avant que les gouvernements aient réussi à le faire, aient réussi à s'entendre. Ben, on réussit à faire les choses ensemble, à travailler ensemble, à faire des mathématiques ensemble. Bon, on pourrait faire la même chose dans des tas de domaines scientifiques, dans des tas de domaines culturels, sportifs, associatifs. Il y a des tas de raisons de faire les choses ensemble. C'est un exemple de ce qu'on peut faire. Vous dites aussi, il y a une préconisation dans le rapport Stora pour l'entretien des cimetières européens, juifs, Oui. en Algérie. Et vous dites à quoi ça sert d'entretenir des cimetières si les personnes ne peuvent pas venir les visiter, Bah, faute de visa. bah ouais, c'est clair. Et je pense que de la même façon, oui, on entretient les cimetières, c'est pour quand même pour que les gens puissent aller sur les tombes. Et donc, pour y aller, il faut effectivement se déplacer. Moi, quand je me déplace en Belgique ou en Suisse, j'ai pas besoin d'avoir un visa. Quand je me déplace en Algérie, il me faut un visa sur mon passeport. Quand un Algérien se On déplace pour on venir en pensait France, il que faut vous un étiez visa sur algérien, mon passeport. Pierre Audin, naturalisé. Il paraît que je suis algérien depuis le 4 juillet 1963. Ma mère a eu la nationalité algérienne. Quand on était musulman à l'indépendance, c'était automatique. Quand on n'était pas musulman, il fallait faire une demande. Donc il y a un certain nombre de gens qui, le 4 juillet 1963, ont obtenu la nationalité algérienne, dont ma mère. Et la loi algérienne dit que je suis le Automatiquement. fils d'une Algérienne, donc je suis algérien. Donc c'est comme ça depuis le 4 juillet 1963. Qui est la même date où la place Lyoté est devenue la place Maurice Audin. C'est exactement à la même date que les deux choses se sont faites. Donc, on va dire que c'était plutôt une bonne nouvelle de remplacer un colonisateur comme Lyoté par Maurice Audin. Le fait que le président actuel de l'Algérie ait fait un décret disant que j'avais la nationalité algérienne, c'est juste une confirmation. Mais pour le moment, j'ai toujours pas de papier. Donc, si je veux venir en Algérie, le seul moyen, c'est d'utiliser mon passeport français et d'avoir un visa sur mon passeport français qui me permettra de venir en Algérie. Ce que Vous je avez fais de demandé un temps en passeport temps, algérien, Pierre Audin. bien sûr. Ce que je fais depuis un certain temps, parce que justement, je viens en Algérie participer à des activités de vulgarisation des mathématiques et de la science en général. À cette occasion, j'ai eu la possibilité de rencontrer des étudiants algériens en maths et en sciences. Et je sais que les étudiants algériens sont très compétents, formidables. Je suis persuadé que la richesse de l'Algérie, c'est pas le pétrole, c'est les jeunes. Et je pense qu'ils ils sont en mesure de faire progresser l'Algérie. Ils ont envie de construire le pays. On est 60 ans après l'indépendance, il est toujours à construire le pays. Ben oui, ils ont envie de le construire, le pays. Et ils ont envie de profiter aussi des avancées de l'Algérie pour eux individuellement. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas se faire marcher dessus par le rouleau compresseur de la construction de l'Algérie. Ils veulent effectivement construire l'Algérie, mais aussi construire leur identité à eux. Je crois que c'est quelque chose d'important de mettre leurs compétences au service de l'Algérie et à leur service à eux. Pierre Audin, est-ce qu'on peut imaginer, on est très perturbé par cette séquence quand même, on peut imaginer que vous, fils d'un héros national, un héros algérien, Maurice Audin, qui a des difficultés à venir dans son pays, on imagine que cette recommandation du rapport Stora qui propose aussi la circulation, la possibilité pour les Harkis de venir, ou les enfants de Harkis surtout, parce qu'il y a sur le plan générationnel de moins en moins de Harkis, pouvoir circuler normalement en Algérie, qu'il y ait des difficultés à la faire appliquer, que de ce côté-là, pour parler un peu du côté algérien, on est toujours bloqué sur ces questions-là. Oui, oui, c'est curieux parce que je pense que Alger est la plus belle ville du monde et que l'Algérie, c'est le plus beau pays du monde. Et dans ces conditions, il me semble que
Il faudrait que ça se sache. Donc, il faudrait développer le tourisme en particulier. On ne peut pas continuer à avoir des contraintes aussi fortes que ces histoires de visa. C'est un vrai problème, quoi. C'est comment on fait dans un monde du 21e siècle, comment est-ce qu'on peut envisager de construire des sociétés, tout ça, avec des restrictions comme les visas. C'est la même chose que les gens qui construisent des murs, quoi. C'est un mur virtuel, cette histoire de visa. Et non, au 21e siècle, on ne devrait plus être en train de construire des murs, on ne devrait plus être en train de construire ni des murs physiques, ni des murs virtuels. On devrait au contraire essayer de travailler tous ensemble, et de marcher tous ensemble, enfin, et de coopérer tous ensemble pour avancer. Pierre Audin, vous dites la vérité, c'est plus important que tout le reste, que la repentance, y compris que de la réparation, parce qu'il y a quand même une demande de réparation qui existe dans une partie de la société algérienne qui est victime de la guerre. J'imagine aussi dans d'autres... Chez les Pieds Noirs aussi, peut-être une partie des Pieds Noirs considèrent qu'ils ont été victimes. C'est un arrachement, c'est le terme que vous avez utilisé. Mais ce n'est pas là le plus important, c'est la vérité. Oui, bien sûr. C'est évidemment plus important que des choses qui concernent la repentance. Ça, c'est quelque chose de religieux. Moi, je suis complètement matérialiste, athée, mécréant, tout ce qu'on veut. Donc, je suis pas concerné par des choses du style la repentance. Les excuses ou les demandes de pardon, une fois que la France aura présenté des excuses et que l'Algérie les aura acceptées, il ne faudra plus faire de réparation puisque ce sera accepté. Donc, soyons sérieux. Le problème, c'est pas de présenter des excuses. Je pense que la génération actuelle française n'a pas d'excuses à présenter à la génération actuelle algérienne. Ceux qui devaient présenter des excuses, c'est ceux qui ont fait la colonisation, ceux qui l'ont faite de façon brutale, ceux qui ont participé à la guerre d'oppression contre l'Algérie. Ceux-là, ils ont été amnistiés et ils sont morts dans leur lit, etc. Enfin bon, donc c'est pas eux qui vont faire des demandes d'excuses. Et c'est pas leurs descendants qui vont devoir assumer les fautes pour toute la vie, pour toute la généalogie, etc. Soyons sérieux. C'est pas une question d'excuse. Par contre, il faut effectivement dire la vérité. C'est grâce à ça qu'on pourra avancer. C'est parce qu'on continuera pas à se mentir, à prétendre que la colonisation c'était un bienfait, ceci, cela. Non, on dit les choses, on dit les choses avec vérité et ça permet d'avancer. Ça permet d'avoir des relations saines et d'avancer vers l'avenir. Je crois que connaître le passé, c'est important pour avancer dans l'avenir, mais il ne s'agit pas uniquement de connaître le passé. Il s'agit effectivement d'avancer. Pierre Audin, on voit Khaled derrière vous sur l'image. Vous êtes membre du comité international de soutien à notre collègue Khaled Rani, emprisonné depuis 27 mars 2020. Et en fait, on se rend compte, vous visitez régulièrement l'Algérie pour apporter donc votre soutien pédagogique et échanger dans votre domaine de compétences, les mathématiques, avec des jeunes Algériens. Il vient d'où cet engagement quand même assez fort et assez singulier auprès des Algériens, auprès des aspirations de liberté des Algériens? Mon engagement auprès des Algériens, c'est juste, c'est mon pays, quoi. Je suis né à Alger. Quand j'arrive à Alger, je sais que j'arrive dans la plus belle ville du monde et je sais que j'y suis bien. Quand je suis assez fier, malgré tout, qu'il y ait une place qui s'appelle la place Odin, qui est toute petite, mais quand même, les bus place Odin, ça annexe toute la rue des Douches presque, donc c'est très bien. Donc je suis très content d'être à Alger, d'arriver place Odin, et je suis très mécontent d'apprendre que sur la place Odin, quand les gens manifestent, on utilise des canons à eau, on utilise des gaz lacrymogènes, et on arrête un journaliste qui fait son travail, exactement là où j'habitais. Ça me perturbe, oui, je ne comprends pas. Je pense que mes parents se sont battus pour construire une Algérie autre qu'une Algérie répressive.
une Algérie dans laquelle la liberté de la presse est garantie, la liberté de travail d'un journaliste est garantie, la liberté d'opinion d'un Algérien est garantie. Et je ne comprends pas comment il peut y avoir dans le pays pour lequel mes parents se sont battus, pour lequel mon père est mort. Je ne comprends pas comment il est possible d'envisager qu'il y ait 90 prisonniers d'opinion actuellement dans les prisons algériennes. Non, je pense que c'est pas cette Algérie-là que les Algériens ont voulu construire quand ils ont fait la guerre de libération. Et on n'est plus en 1962, on est au XXIe siècle. Il faut absolument que l'Algérie respecte les engagements qu'elle a signés, les conventions qu'elle a signées. Elle est une nation parmi les autres. Quand le Parlement européen lui dit ça va pas, quand l'ONU lui dit ça va pas, il faut qu'elle en tienne compte. Et il faut que les gens qui sont emprisonnés pour délit d'opinion soient libérés et réhabilités. Je crois que c'est quelque chose d'important. Pierre Audin, il y a un lien, on peut l'établir entre ce que vous êtes en train de décrire sur la situation des libertés, sur la modernité ou l'archaïsme politique plutôt du système de gouvernement en Algérie. Il y a un lien entre cela et l'opinion française vis-à-vis de l'Algérie. On a bien vu dans les années 90, quand il y avait une guerre civile et qu'il y avait des Algériens qui tuaient des Algériens, ça avait libéré une certaine mauvaise conscience de la période coloniale. Et on avait bien entendu des nostalgiques d'Algérie française dire on vous avait bien dit qu'ils n'arriveraient pas à faire un pays entre eux, et ça avait quelque part un peu réhabilité la colonisation. Enfin, peut-être que c'est la loi de février 2005 qui reconnaît des aspects positifs à la colonisation, est un peu le résultat de ces années 90. Ma question, c'est aujourd'hui le Hirak pacifique, une révolution démocratique pacifique portée par tout le peuple algérien, a réussi à redorer le blason et l'image de l'Algérie, j'imagine pas seulement en France, mais dans une grande partie du monde, par rapport aux années 90. Mais la répression et la poursuite de la répression, effectivement, ce dont on parle aujourd'hui, risque à nouveau encore de donner raison aux colonialistes pour dire que c'est un pays qui ne peut pas, qui ne sait pas, qui ne pourra jamais accéder à la modernité politique. J'espère pas. J'espère que d'une part, les Algériens, quand la pandémie sera terminée, quand on aura fini avec ça, vont pouvoir reprendre le mouvement qu'ils ont interrompu, et que le système va comprendre que non, on est au XXIe siècle, ça va, c'est bon. Et là-dessus, effectivement, je pense que les Algériens ont montré leur originalité avec cette révolution du sourire, avec ces mots d'ordre sur le sourire, la civilisation, etc. Enfin, bon. Et le pacifisme, etc. Et je pense que la France n'a rien à dire là-dessus, que les Français n'ont qu'à s'extasier de la capacité des Algériens, disons, à faire ça. Et tout est bloqué à l'heure actuelle à cause de la pandémie, ok, mais c'est un des avantages de la société algérienne, c'est qu'elle est très jeune, donc certainement moins sensible finalement au virus qui touche plus fortement les anciens. Et donc le vieux personnel politique algérien devrait se mettre tranquille et laisser faire les jeunes. Pierre Audin, merci beaucoup de nous avoir accordé cet entretien qui finalement a parlé autant du présent que du passé, et qui a parlé de l'avenir, parce que seul l'avenir compte. Merci beaucoup. Surtout l'avenir quand on ne va pas éliminer le reste. Merci beaucoup Pierre Audin d'avoir échangé autour de nous à l'occasion de ce rapport Benjamin Stora. On attend le rapport du professeur Chiri. On n'a pas oublié, on n'en a pas parlé. On n'en attend pas des mots et des merveilles malheureusement, mais on l'attend toujours. On espère pouvoir le lire dans les prochaines semaines. Merci à vous de nous suivre et à très bientôt à Comme ça.
Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.